Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. Sarah Salman, Georges Fenech, Fabien Antoniente, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Le déni de l'islamo-gauchisme dans nos universités. Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, était auditionné hier par la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre politique et réseaux islamistes. Une audition qui a duré 1h25 et un discours où surtout il ne faut pas généraliser. Il réfute toujours l'existence d'un islamo-gauchisme structurel. Écoutez, monsieur Baptiste. Je me permets d'exprimer une forme de désaccord. Est-ce que les universités sont devenues des zones de non-droit ? Non, je pense qu'on peut pas, je crois vraiment que c'est pas le cas. L'université ne se résume pas, mais vraiment pas du tout, à ce qu'on a pu voir dans un amphithéâtre et qui était abominable un jour. Je veux dire, c'est pas ça l'université. L'université, c'est la liberté, c'est le débat public. Il lui faut combien d'exemples ? Il faut que je prenne l'exemple de Lyon 3 cette semaine sur un groupe WhatsApp. Ça a été dénoncé par Laurent Wauquiez, l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait un sondage. Est-ce que vous aimez les Juifs ? Vous pouviez répondre par 3 fois par la négation, et il y avait même une option où on pouvait leur tirer dessus dans le sondage fait sur un groupe WhatsApp. Il faut parler de ce qui s'est passé à Sciences Po, où on disait il y a quelques mois, ne laisse pas rentrer cette salle sioniste. On peut parler aussi de monsieur Balanche qui, pour avoir dénoncé l'organisation de prières pour la rupture du jeûne, s'est fait envahir son amphi. Combien d'exemples il faut prendre ? C'est-à-dire qu'il refuse le concept d'islamo-gauchisme, il l'a refusé à plusieurs reprises, contrairement à l'une de ses prédécesseurs qui était Frédérique Vidal, qui l'avait dit à l'époque sur CNews chez Jean-Pierre Elkabbach. Donc il refuse même ce concept. Donc quand on en est avec des ministres qui ont des œillères et qui ne veulent pas voir le réel, on peut même pas débattre, parce que si on n'est même pas d'accord sur le constat, vous ne pouvez prendre aucune mesure derrière. C'est pas de vague et c'est le déni. Écoutez Fabrice Balanche, qui avait été pris à partie lors d'un cours il y a quelques mois. À Lyon 3. Excusez-moi, malheureusement. On n'a pas fini. C'est pas fini. C'est la police. Faut assumer. C'était Lyon 2. Oui, c'est Lyon 2, donc il avait été pris à partie par des individus d'extrême gauche masqués pour s'être opposés à la tenue de soirées de rupture de jeûne du Ramadan dans une salle de l'université. Il n'y a jamais eu d'ailleurs de sanctions, parce que monsieur... Pierre Cossé, il a été lâché par la patronne de l'université. Monsieur Baptiste qui expliquait qu'il y aurait des sanctions. Il n'y a jamais de sanctions. On peut écouter également monsieur Baptiste. Cette fois-ci, on ne parle que de quelques établissements, dit-il. Je voudrais quand même juste rappeler qu'on est en train de parler de quelques établissements qui sont très exposés à ces questions, à ces faits-là. Pas du tout pour minorer ces faits qui sont totalement inacceptables. Juste rappeler qu'on a 70 universités et que, quelque part, il faut aussi, à un moment donné, avoir aussi une vision globale de l'ensemble du secteur. On aimerait qu'il ait raison, mais même, effectivement, même vous si savez bien que c'est pas vrai. quelques établissements, c'est déjà trop. Mais c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Oui, mais s'il y en avait qu'un, c'est pas la même chose. À Lyon, on a déjà 2 universités par Lyon 2, Lyon 3. Mais il y a eu Sciences Po Paris, il y a eu Sciences Po Paris, il y en a eu d'autres. Mais aller à l'université de Rennes. À Rennes aussi, oui. C'est un bastion de l'extrême gauche. Mais aller à Tolbiac, à Paris 1. Moi, je suis passé à Tolbiac déjà, évidemment, il y a plusieurs années, bien avant le 7 octobre. C'était déjà un bastion d'extrême gauche. Mais il a qu'à se déplacer dans les universités, voire par lui-même. C'est terrible quand même ça, ce déni, parce qu'on a le sentiment que nos dirigeants, sur plein de domaines d'ailleurs, ne prennent jamais la mesure de ce qui se passe. C'est vrai en économie. C'est qu'une question de courage. Il n'a pas envie de dire le réel et d'en assumer les conséquences. Baptiste, je suis sûr, vous déjeunez avec lui, il vous dit évidemment, vous avez raison. C'est qu'une question de courage. Mais alors c'est pire. C'est pire. C'est pire. C'est-à-dire que vous pensez qu'il ment. Je pense qu'il part peur du monde universitaire et de la réaction. Souvenez-vous de la réaction du monde universitaire quand Frédérique Vidal a dit que l'islamo-gauchisme existait. Hier, vous avez eu un complément d'enquête sur le service public pour nous dire que on exagérait totalement la place du wokisme dans le monde universitaire. Tout ça est très bien huilé. C'est toujours pareil. Ça s'appelle la guerre du narratif. Et le fait que Europe 1 et CNews existent les rend dingues parce qu'ils perdent la bataille sur le narratif et sur le récit. En tout cas, ils ne peuvent pas imposer un récit officiel sans qu'il ne soit battu en brèche. Et c'est pour ça que ça les rend très méchants.
Je suis tout à fait d'accord. Je vois que vous écoutiez en tout cas avec très religieusement, mais c'est vrai. Il a raison. Je trouve que là, pendant ce temps, ça manque de courage. La société manque de courage, et c'est pour ça que je disais en préambule, il y a beaucoup de choses qui m'ont rendu en colère cette semaine. C'est-à-dire, et donc, toutes les nouvelles. Puis je croise des gens qui sont. Je sais pas si c'est les frimas de l'automne qui arrivent, mais on n'est pas de bonne humeur. Et donc, tout à l'heure, vous allez rendre hommage, je pense, à Michel Sardou, tout ça. Je me sens de mauvaise humeur cette semaine. Non, mais sérieusement, je suis très c'est vrai que lorsque vous faites toutes ces informations, vous les mettez les unes derrière les autres. On va parler dans une seconde de Monsieur Salah Abdeslam. Cette fameuse expression que j'utilise souvent, ouvrir le capot. C'est parce qu'il est en garde à vue qu'on apprend qu'il avait un ordinateur. En garde à vue. Il est en garde à vue. en garde à vue, oui. Oui, il est en garde à vue. L'histoire de la clé USB. Bon, voilà, c'est la clé USB, le problème, l'ordinateur, il a le droit de l'avoir. Non. Mais Sarah, il a demandé l'autorisation. Vous avez un président de la République qui est en prison, qui n'a pas d'ordinateur, et vous avez le pire criminel de France, peut-être de l'histoire, 130 personnes qui sont tuées. Et lui a le droit à un ordinateur et ça ne vous choque pas. Mais j'ai pas dit que ça me choquait pas. Je vous rappelais simplement l'existence d'une circulaire qui prévoit l'ordinateur pour mais au nom de quoi il a son ordinateur? Pour que les détenus puissent se réinsérer. C'est au nom de la réinsertion. Mais je vous dis pas que je trouve ça normal. On a envie de réinsérer Salah Abdeslam. Je ne trouve pas ça normal du tout. Je vous dis l'état du droit. Moi, je trouve que donc il y a ça, il y a l'élection de New York, il y a. Vous mettez tout. Non mais sur Salah Abdeslam, il est soi-disant à l'isolement. Il y a des clés USB qui rentrent dans sa cellule pour qu'il ait du contenu salafiste. C'est la circulaire du 13 octobre 2009 pour les ordinateurs. On est chez les fous. Mais sérieusement, vous compilez toutes ces nouvelles et il y a de quoi vous rendre un peu. Exactement. Donc on a quand même droit acquis. Non, c'est pas un droit acquis, mais si le chef d'établissement donne son accord, selon cette circulaire de 2009, on peut éventuellement avoir un ordinateur. Ils aient décidé de fournir un ordinateur aux détenus le plus emblématique que nous ayons en France aujourd'hui. C'est pas possible. Pour des raisons parfaitement idéologiques, tout simplement. Il ne devrait même pas avoir de télé, il devrait avoir un morceau de pain et un peu de nourriture tous les jours, voilà. Donc je rappelle que Salah Abdeslam a été condamné à la perpétuité incompressible. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Il a été placé en garde à vue en début de semaine dans une enquête qui vise la détention d'une clé USB retrouvée dans sa cellule. Sa compagne, parce qu'il s'est marié. Il s'est marié, donc sa compagne a été interpellée et placée en garde à vue. Elle est soupçonnée d'avoir fourni à son mari une clé USB avec de la propagande djihadiste. Voilà. Écoutez Patricia Correia, invitée de CNews, elle est la mère de Priscilla, qui est l'une des victimes du Bataclan. Elle avait 35 ans. C'est un manque de respect envers les victimes. Et le laxisme de la justice, moi je ne comprends plus rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Mais vous vous rendez compte un peu de l'horreur? Ce type est complètement dingue, à mon avis. En plus, lors du procès, il voulait se faire passer pour un innocent. Alors maintenant, au sein de sa cellule, il continue à faire cette propagande, je ne sais pas comment. Imaginons qu'il puisse réussir à ordonner un acte de terrorisme de sa cellule. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est complètement fou, quoi. Patricia Correia, invitée de CNews. Je rappelle qu'elle est la mère de Priscilla, qui est une victime du Bataclan. Et elle a une nouvelle fois donné sa colère. Déjà, nous sommes complètement... On est vidés, persécutés à l'intérieur. Si vous saviez, c'est une blessure béante qui jamais ne se refermera jusqu'à notre dernier souffle. Et alors là, à quelques jours des commémorations, on apprend ça. Moi, j'ai pas envie de faire de publicité à ce monsieur. Ça suffit, comme ça. Quant à sa femme, je ne comprends pas comment elle a pu épouser. Il ne faut pas être très net, quand même. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va se reproduire aussi pendant qu'on y est? Pendant que ma fille, elle n'aura jamais d'enfant, elle est entre quatre planches? Non, moi je suis dans un état de rage, là, quand j'entends des choses comme ça. Comment une clé USB peut-elle entrer dans une prison? Écoutez Patricia Correia. Alors on dit que les visiteurs ne sont pas fouillés. Je ne sais pas. Quand on passe à l'aéroport, monsieur, on est scanné. Il y a des choses pour voir si on a des objets qui peuvent être dangereux. Alors là, on ne peut pas détecter une clé USB. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas. Sans demander aux gens de se mettre à nu, il y a sûrement des moyens de détecter ça. Et puis Patricia Correia, qui était l'invitée de CNews, est passée devant le Bataclan et elle a constaté qu'il n'y avait aucune fleur. Il y a 2 jours, je me suis rendue auprès de la stèle du Bataclan. Et
je regrette qu'il n'y ait aucune fleur, qu'il n'y ait rien. Lorsque j'étais vice-présidente, je m'occupais toujours d'arranger ce lieu pour qu'il soit fleuri jusqu'au mois de mars. Là, il n'y a plus rien. Et c'est d'une tristesse, d'une austérité notoire. Et je le regrette. Et je m'adresse à la mairie du 11e. Laissez pas cet endroit comme ça. Ces jeunes qui sont allés danser, chanter au Bataclan, ils ont besoin d'avoir des fleurs auprès de leur nom, des jardinières. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et puis, il n'y a aucune représentation de la musique. On aurait pu, je ne sais pas, sculpter une guitare ou des notes de musique. Il n'y a rien. Ce socle est austère et ça me fait beaucoup de peine. Voilà. C'était il y a 10 ans, le 13 novembre 2015, et chacun se souvient où il était et comment il a appris cette information. Et lorsque les parents étaient à Paris, ils passaient leur temps à vouloir joindre leurs enfants pour savoir où ils étaient. Et puis il y a des histoires abominables. Notre ami Jean Reinhardt, qui est avocat, avait un collaborateur qui était le fils de sa sœur, me semble-t-il. Et toute la nuit, ils ont cherché à savoir si ce garçon était vivant ou pas, pour apprendre. Vous vous rendez compte qu'il y avait 1500 personnes présentes dans le Bataclan au moment de l'attentat. Donc tout le monde connaît quelqu'un qui était au Bataclan. Ça a été une onde de choc qui a traversé le pays et au-delà, toute l'Europe et le monde entier. Il y a eu un avant et un après, comme le 11 septembre. Il y a eu un avant et un après. Certains ont comparé d'ailleurs pour la France. C'était notre 11 septembre. Alors, et après, il y a eu le 7 octobre, évidemment. Sarah Salman, sur l'affaire de la clé USB. Non, vous me disiez, vous trouvez pas ça honteux, comme si vous trouviez que je trouvais ça normal. Je suis la première à trouver qu'avoir un ordinateur dans le cas de ce monsieur, c'est parfaitement scandaleux, et je partage la colère de la mère de la victime. C'est scandaleux, il ne devrait pas l'avoir. Voilà, tout simplement. Donc, je suis assez d'accord. Et quand les avocats vont en maison d'arrêt pour des parloirs, on met nos affaires dans des casiers et on passe sous un portique. Je peux vous assurer qu'on rentre avec rien. Donc si vraiment on veut, on peut quand même contrôler de façon un peu plus poussée que la femme d'un des hommes les plus dangereux de France n'ait pas une clé USB sur elle. Enfin, attendez, quand même. Il est 17h14. C'était son neveu. C'était son neveu. Son neveu est décédé au Bataclan. C'était son neveu. Il a été tué au Bataclan. Oui, c'est ça. C'était le fils de sa sœur. 17h14, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous, c'est sur Europe 1 du lundi au vendredi.